Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, j'ai à ma gauche le responsable des programmes à l'école de la bourse, Gérard Ampour. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de la FAT, l'Association française d'analyse technique, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thème aujourd'hui dans notre émission? Il y a encore une semaine avec des nouveaux records en fait sur tous les marchés et Gérard il va nous parler un peu de Amazon, Carrefour, Casino et faire un focus sur les US. Et on va évidemment annoncer aussi les gagnants de notre jeu d'investisseurs. Donc le voilà, gagnant de la semaine va être annoncé un peu plus tard et on va commencer comme d'habitude avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Gérard, il y a une reprise économique, tu nous dis. Rien de nouveau sous le soleil, Falco. La reprise économique mondiale continue de se poursuivre avec une absence d'inflation. C'est presque un mystère. Recherche inflation désespérément, même en période dite de plein emploi aux États-Unis. Les salaires ne montent pas, donc ça fait partie des mystères de la période. Les banquiers centraux s'interrogent d'ailleurs sur le sujet, mais ils constatent en Europe la poursuite des indicateurs, dits indicateurs avancés, des directeurs d'achat de l'industrie, et donc banquiers centraux américains ou banquiers centraux européens sont plutôt heureux de la physionomie de l'économie actuelle dans leur zone et ont annoncé pour les Américains un certain nombre de rendez-vous avec des hausses de taux ainsi qu'une réduction du bilan de la Fédérale Réserve, et puis on aura à la fin du mois au niveau de la zone euro la feuille de route pour mieux connaître les techniques utilisées pour enlever une partie des béquilles que les banques centrales, la Banque centrale européenne en particulier, a apporté à l'économie européenne flagellante en matière de quantitative easing et peut-être à partir de 2018 en matière de taux d'intérêt proche de zéro qui ne le resterait pas. Donc à suivre, mais tout va bien dans l'économie réelle et donc les banquiers centraux s'apprêtent à relever ou normaliser leurs conditions de crédit. Voilà, leur taux directeur. Merci beaucoup Gérard. Donc, qu'est-ce qui fait le CAC 40, Laurent, dans cette situation? Rien. Falco. D'accord. Cette semaine, ça a été le calme plat, vous vous en êtes tous rendus compte. Le CAC 40 et Laurent s'ennuie. Voilà, alors quand on s'ennuie, il faut prendre son mal en patience, il faut rester discipliné, ne pas baisser la garde, parce qu'il va y avoir à un moment soit une nouvelle confirmation du mouvement haussier avec un franchissement de ce niveau à 5383 points, vous voyez ici cette résistance, ou alors une correction qui ne devrait pas être très importante, mais qui serait signalée par la rupture du support à 5343. Alors, je choisis plutôt a priori une correction plutôt qu'un franchissement direct. Je peux me tromper, mais effectivement, compte tenu de la très forte progression du CAC et d'ailleurs de tous les indices européens, enfin, on va surtout se concentrer sur le DAX, le CAC et l'Eurostoxx, parce qu'on va mettre de côté bien évidemment l'IBEX et l'Europe du Sud. En tout cas, si on se focalise sur le CAC, aucune correction dans cette forte progression, donc des prises de profit potentiels qui peuvent arriver. Cela dit, il ne faut surtout pas se précipiter parce que avant d'être contrarien, il faut avoir des arguments factuels pour pouvoir le devenir et nous ne les avons pas. Donc le premier élément qui montrerait qu'il y a des prises de bénéfices et une correction, c'est la rupture de 5343 points. Donc si on anticipe un mouvement correctif, attention, il faut attendre d'avoir le signal du marché avec cette rupture de support. Si effectivement on a cette rupture, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, alors on pourrait avoir une correction qui pourrait faire retourner l'indice parisien vers les 5300 points. Dans ce contexte, j'ai donc choisi un turbo put qu'on va donc actionner, c'est-à-dire acheter, si effectivement il y a la rupture de ce support, vous l'avez bien compris. Alors le code Falco de ce produit, c'est le WE06B et je répète, on l'achète sur rupture du support. Merci beaucoup Laurent pour cette turbo put WE06B sur le CAC 40.
Avant de vous présenter, je vais vous dire encore la phrase classique que tous les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Et je vous invite aussi d'aller sur notre site d'internet pour vous former à l'aide de nos brochures et nos vidéos, donc pour vous bien préparer à investir dans nos produits. Donc voilà, il s'agit donc du Turbo Put sur le CAC 40 WE06B qui a un levier ce matin de 39,35, une échéance de 15 décembre 2017, ça a un prix d'exercice période désactivante à 5475 et tout ça pour 1,40 € ce matin et un CAC 40 à 5360,63. Voilà, avec cette Turbo Put, on continue avec Gérard et le bilan de la semaine. Et il y a encore des nouveaux records avec les indices partout en fait. Oui, bien sûr, dans la mesure où, mon cher Falco, la croissance économique mondiale poursuit sa lancée, les bénéfices des entreprises ont tendance à s'améliorer, on a des banques centrales qui maintiennent des conditions extrêmement généreuses, donc les records sont faits pour être battus, et ils sont battus, ils ont encore été cette semaine, de manière tout à fait impressionnante par le Standard & Poor's 500, le MSCI World, le DAX 30, à l'exception de quelques indices qui souffrent de problèmes politiques, les autres continuent sur leur lancée avec, c'est vrai, peut-être parfois le sentiment que la volatilité manque, qu'il n'y a qu'un sens et qu'on s'ennuie un peu, pour reprendre cette expression. Il n'empêche que, ma foi, les records sont les bienvenus et s'ils peuvent encourager les uns et les autres à découvrir la bourse comme nouvelle forme d'investissement, ça sera au moins sur le plan pédagogique quelque chose de positif. Donc oui, les records étaient au rendez-vous, une nouvelle semaine, la semaine dernière, sur les grands indices boursiers actions. Merci Gérard. Donc le S&P 500, qu'est-ce qui fait techniquement en fait? Alors, le S&P, il est dans une dynamique qui est très forte, pas de doute là-dessus. Vous avez à l'écran les derniers cours et vous voyez que ne serait-ce que dans les 2 dernières semaines, on a encore fortement progressé. Alors, le biais que j'ai par rapport au S&P, il est un petit peu pareil que celui que j'ai sur le CAC. Autrement dit, je ne serais pas surpris d'une petite correction qui permettrait aux opérateurs qui n'ont pas participé à la dernière jambe de hausse de rentrer à bon compte sur l'indice. Autrement dit, là aussi, j'ai choisi un turbo put, mais ce turbo put, comme il s'inscrit dans une logique contrarienne, on va attendre d'avoir une validation du marché avant de vendre. C'est quoi cette validation? Même approche que sur le CAC, j'ai mis un niveau de support immédiat à 2538, 2538, 78. Si on a une cassure clôture sous ce niveau, alors on va avoir vraisemblablement un petit peu plus de prise de bénéfices de très court terme qui vont rentrer sur le marché et on pourrait retourner typiquement vers cette zone à 2508, 2510 points. Donc on va attendre de voir ce que fait le S&P. Si effectivement on a une petite correction qui se met en place sur rupture, alors on pourra acheter un turbo put infini de code WM21B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo put infini avec le code Nemo WM21B sur le S&P 500 qui a un levier ce matin de 25,47. Sa barrière désactivante à 2568,58 et son niveau de financement 2648,0219. Tout ça pour un prix de vente ce matin de 86 centimes pour un S&P 500 à 2546,59. Et on continue le bilan de la semaine avec Gérard. Et Gérard, il y a des risques finalement? Oui, en fait, Falco, faites sortir le risque politique par la porte française. Le risque politique reviendra par la fenêtre espagnole. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cette fenêtre espagnole? D'abord, on a tous l'impression que c'est une crise classique entre une région d'Espagne un peu plus riche que les autres et qui souhaite le rester, moins contribuer au budget de l'État espagnol. Mais on n'oublie pas que cette crise a aussi des racines historiques. Et ces racines historiques, c'est finalement Barcelone, devenue pendant la guerre d'Espagne la capitale de l'anarchie et de l'autogestion, et qui entend, en tous les cas sur ce plan-là, continuer à avoir ou à mener quelques expérimentations. Mais c'est aussi en même temps le fait qu'en 1984, quand on a créé la nouvelle constitution espagnole et qu'on a rétabli la royauté, et voilà, et on a parfois essayé de
d'oublier le régime franquiste. Et dans beaucoup de régions, et pas seulement en Catalogne, on n'est pas forcément d'accord avec cette perte de mémoire. Et enfin, sur le plan européen, on a un peu le sentiment que l'Europe est un peu dépassée. C'est l'Europe des nations, des États, mais c'est pas vraiment l'Europe des régions. Et donc, dès lors qu'il y a une crise régionale, l'Europe est un peu démunie. Et c'est un peu ce qui peut nous désoler. En tous les cas, cette crise continue, nous la suivons jour le jour, et elle nous rappelle que le risque politique ou géopolitique n'est jamais très loin de nos marchés. D'accord, merci beaucoup Gérard. Donc Laurent, tu as proposé de regarder l'or dans ce contexte. Oui, on va regarder ensemble l'or ce matin. À noter que le dollar américain a un petit accès de faiblesse depuis 48 heures. Il est arrivé sur un niveau de résistance important. Et ce matin, on voit une reprise de l'euro face au dollar, une faiblesse du dollar face au yen. La livre anglaise se comporte également bien face au dollar ce matin. Et donc, par voie de conséquence, l'or rebondit également. Alors, il n'est pas sur n'importe quel niveau, il est sur un 62% de retracement de toute la hausse depuis le mois de juillet. On a effectivement là aussi une polarité résistance-support à 1267 $ l'once. On a une moyenne mobile à 100 périodes qui passe dans le voisinage. On a une stochastique qui est en train de se réveiller et de remonter. Autrement dit, on a des éléments techniques qui nous montrent que la baisse de l'or depuis le mois de septembre va peut-être s'interrompre et on va avoir, en tout cas pour commencer, un rebond technique. Alors, on ne sait pas encore si l'or va retourner sur les précédents sommets, mais en tout cas, 1311, attendez, je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir. Voilà, ce premier niveau de résistance à 1311, il devrait être atteint. Et dans ce contexte, on peut acheter un produit qui va avec ce rebond technique à suivre. Alors, qu'est-ce que c'est ce produit? Eh bien, c'est un Varan Falco. Non, excusez-moi, c'est un Turbo Infini Best Call de code XV44B. Parfait, merci beaucoup Laurent. Donc sur l'or en Turbo Infini Best Call XV44B qui a ce matin un levier de 20,27 et un prix d'exercice et aussi une barre désactivante de 1230,4452. Tout ça pour un prix de vente de 54 centimes pour l'or à 1289,06. Voilà, c'était le bilan de la semaine et on va passer à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Gérard, quels sont les tops cette semaine? Alors les tops sont marqués par deux thèmes, le thème du temps libre et le thème des matières premières. Et si on évoque d'abord la première valeur, Eramet, nous sommes là dans les matières premières. Alors Eramet est connue parce qu'elle possède la société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement, elle vient aussi d'ailleurs de prendre le contrôle d'une société dans l'acier en Chine. Et en même temps, c'est une société au niveau de son capital qui connaît un certain nombre d'évolutions puisque deux grandes banques sont sorties de son capital. Donc c'est le principal top de la semaine, il n'est pas le seul. Si je passe à la période temps libre, eh bien si on a du temps libre, on va pouvoir jouer en ligne et donc trouver toute une série de jeux. Ubisoft est un de ses producteurs. Ubisoft, c'est aujourd'hui une bagarre entre deux grands groupes d'actionnaires, la famille Guillemot qui est la famille fondatrice et puis l'arrivée pas tellement voulue, pas tellement souhaitée d'un grand actionnaire. Monsieur Bolloré s'est imposé à travers la prise de participation importante via Vivendi et donc on a juste après une assemblée générale qui a été houleuse, un nouveau rendez-vous qui est au mois de novembre où la société Vivendi va se trouver parce qu'elle détiendra un certain nombre d'actions pendant au moins 2 ans avec des droits de vote doubles et donc elle aura potentiellement la possibilité de lancer une OPA sur Ubisoft. La suite au prochain épisode qu'on verra peut-être sur la chaîne TF1 qui elle aussi fait partie du temps libre pour la ménagère de moins de 50 ans et son mari. On a là une sorte de feuilleton, mais de feuilleton qui pourrait trouver une happy end. C'est la possibilité qui est aujourd'hui offerte, et en tous les cas on y réfléchit au niveau des pouvoirs publics, d'ouvrir la publicité à des secteurs qui jusqu'alors n'avaient pas le droit de faire la publicité sur le petit écran. Et donc c'est par exemple les sociétés de grande consommation, de grande distribution sur lesquelles on va revenir,
mais aussi le cinéma, qui n'ait pas le droit de faire son cinéma ou sa publicité sur des chaînes comme TF1. C'est quelque chose qui pourrait représenter potentiellement un tiers du chiffre d'affaires supplémentaire pour TF1, donc je pense qu'on va y revenir, on ne va pas laisser cette bonne idée fondamentale dans le tiroir. Et puis on va continuer avec le temps libre, et là le temps libre long, c'est Orpea, les maisons de retraite qui de toute façon développent leur chiffre d'affaires, leur EBITDA, et font partie des histoires d'investissement, des idées d'investissement telles l'or gris, qui sont particulièrement recherchées par les investisseurs au long cours. Quand on a un peu de temps, on peut boire un verre, en tous les cas revenir sur les matières premières agricoles à travers Rémi Cointreau, où en ce moment le chiffre d'affaires aux États-Unis, le chiffre d'affaires en Chine continue de se développer. Je crois que c'est près d'un tiers, 17% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est quand même tout à fait conséquent. Et puis quand on a du temps, on peut prendre sa voiture et puis aller vaquer à ses occupations à travers dans sa Renault. On saura en tout état de cause, que bientôt notre Renault sera doté d'un moteur électrique et qu'on vendra plus de 5 millions de Renault à travers le monde, de Nissan et de Mitsubishi, grâce aux effets, aux gains de productivité, grâce à cette nouvelle alliance et puis à la nouvelle stratégie qui est mise en place. Voilà pourquoi Renault retrouve quelques couleurs, me semble-t-il. Merci beaucoup Gérard, c'était les plus belles tops que j'ai jamais entendues en fait, donc très très belle, merci. On n'avait pas Orpea la semaine dernière en fait en baisse et on aurait recommandé un truc. Un call, absolument. Un call, non, ou pas? Très beau top cette semaine parce que parmi les tops de la semaine, il y a quand même 2 recommandations à l'achat la semaine dernière. Orpea et Renault. Le marché nous a écoutés, nous en sommes ravis et ils font partie des tops. On va essayer de renouveler cette performance avec TF1. Qui est déjà dans les tops. Toujours dans les tops. Qui est déjà dans les tops. Et qui est déjà dans les tops. Et on espère qu'il sera encore dans les tops dans les prochaines semaines. Bon, très belle histoire fondamentale sur TF1, plébiscitée donc par les investisseurs avec ce beau breakout des 12,74 €. Alors, rappelons que TF1 est dans un mouvement haussier de long terme important, un mouvement qui a démarré en octobre de l'année dernière. Le titre a pris plus de 70% depuis cette date et ça continue puisque vous le voyez, il y a eu une petite pause pendant l'été, petite pause bien légitime et on reprend le chemin de la hausse. Alors une fois n'est pas coutume, puisque vous savez maintenant que j'aime bien payer sur repli, aujourd'hui on a le timing, c'est-à-dire que le repli il a eu lieu ce matin, il est actuellement en cours, autrement dit on a tous les éléments pour payer TF1 maintenant, puisque vous le voyez on a fait ce beau breakout, alors je vais zoomer, on a fait ce beau breakout et puis on est revenu derrière légèrement en repli, tester cette résistance qui devient potentiellement support. Regardez, le rejet du marché est très clair sur cette résistance, la validant donc comme support et par conséquent on a maintenant tous les éléments pour acheter TF1 si on le souhaite. Alors le produit qu'on choisit pour accompagner cette hausse, c'est un turbo infini Best Call de code ZX70B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo infini Best Call sur TF1 avec le code ZX70B qui a levé ce matin de 8,10, son barrière désactivante et aussi son prix d'exercice à 11,97 et son prix de vente ce matin 16 centimes pour TF1 à 12,92,5. Et on continue avec les flops. Donc c'est quoi l'histoire des flops en fait? Il y a aussi des, alors les flops, c'est temps libre et... Non, il y a des nouvelles stratégies. De nouvelles stratégies, des nouveautés, en d'une certaine manière. Direct Energy qui vient d'apprendre à son grand déplaisir que Total rentrait sur le marché de la distribution aux particuliers du gaz et du pétrole. Total possédait déjà un Impolis, donc c'est déjà une base de clientèle. Et donc Total, sous son propre nom, va opérer et donc bien entendu va faire une concurrence frontale à Direct Energy qui en subit immédiatement les conséquences. On connaît les capacités et la force de frappe d'un groupe comme Total. BIC, eh bien, ce sont finalement les nouvelles habitudes ou les nouvelles modes. Je vois que vous semblez un peu tous les deux un peu gênés, mais effectivement, si BIC vend moins de rasoirs jetables, vous emportez, messieurs, une lourde responsabilité. De même que Vallourec continue de filer un mauvais coton. Alors,
on va plutôt dire là que malgré tout on a un début de bonnes nouvelles du côté des États-Unis où les producteurs de gaz et de pétrole non conventionnels repassent à nouveau quelques commandes à Vallourec, mais globalement le titre souffre toujours. Rexel vient de voir entrer un nouvel investisseur qui est un investisseur qui apparemment est un investisseur extrêmement actif, qui est un fonds qui va certainement lui demander un changement de gouvernance. Saint-Gobain continue d'avoir une pierre dans sa chaussure, c'est Sika qui n'arrive toujours pas à prendre le contrôle. Et puis Bolloré, on sait que finalement les stratégies sont là aussi extrêmement évolutives. Bolloré a finalement vendu Havas et concrétisé cette vente au groupe Vivendi, et donc Bolloré d'une certaine manière a réussi à se désendetter. En même temps, à travers sa filiale sur l'énergie, la production de nouvelles de piles électriques, on a quelques difficultés et un chiffre d'affaires qui est en baisse et des résultats qui sont légèrement négatifs. Donc Bolloré est en train malgré tout de changer à nouveau sa stratégie et va compter de plus en plus pour le moment, me semble-t-il, sur sa participation dans Vivendi qui va lui permettre, on peut l'imaginer, de vaquer à de nouvelles occupations plus profitables. Merci beaucoup Gérard pour les flops et Laurent, elle a retenu Vallourec en fait. Effectivement, on a retenu Vallourec cette semaine. Bon, le titre est très malmené en bourse depuis le début de l'année, plus de 30% de dépréciation du prix. Tendance baissière affirmée. On a eu, là vous le voyez, un rebond technique sur une zone de support qui était potentiellement une zone de résistance et qui a donc été validée en tant que telle. C'était un niveau de retracement de 62% de cette impulsion baissière. On a un MACD qui croise à la baisse. Bon, on a pas mal d'éléments techniques qui nous montrent que ce sont toujours les vendeurs qui sont le maître du jeu, et par conséquent on peut anticiper un retour dans un premier temps sur 4,50 et puis plus tard vers le niveau des 4 €. Donc on est dans un contexte éminemment baissier sur le titre, par conséquent on choisit un put, un turbo put de code ZW57B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo put sur Vallourec ZW57B qui a ce matin levé de 6,67 sans échéance de 15 décembre 2017, prix d'exercice barrière désactivante à 5,20 et son prix de vente ce matin à 30 centimes pour Vallourec à 4,74. Voilà, ça c'était les tops et les flops. On va continuer direct avec la fameuse annonce de gagnant de notre jeu investisseur de la semaine. Vous savez très bien que chaque semaine vous pouvez gagner une superbe tasse. Qu'est-ce qui est écrit dessus? 100% marché. L'investisseur de la semaine, BNP Paribas produit de bourse, et aussi la phrase mythique, le produit de bourse présente un risque de perte au capital en cours de vie et à échéance. Donc tout ça, vous pouvez gagner chaque semaine chez nous et du coup pour faire, il faut aller sur notre site d'internet. Vous allez voir tout de suite les bannières très grands sur notre site. Vous cliquez dessus, vous rentrez le code mnémonique de produit que vous avez choisi pour la semaine. Donc et nous on va regarder le développement du prix du mardi soir ou lundi soir et on va annoncer le gagnant de la semaine prochaine, mardi à midi, ici dans le studio. Et aujourd'hui, qui a gagné alors? Et c'était quoi le choix, Laurent, en fait? Alors, notre gagnant de la semaine, c'est Jean-Michel, qui réside à Fleuret-sur-Ouche et qui a eu une stratégie vendeuse sur Carrefour au contact de la résistance. Alors, Carrefour, qui est lui aussi un titre qui est malmené actuellement par les investisseurs. Gros gap baissier à la fin du mois d'août, et puis derrière, ça consolide à l'intérieur d'un trading range. À l'intérieur de ce range, vous voyez qu'on a un niveau à 18 € qui est un niveau de résistance, puisque c'est le niveau qui a été le plus haut après l'ouverture en gap baissier. Et bien Jean-Michel, il a shorté, il a vendu cette résistance, confirmée par cette couverture en nuage noir, pour ceux qui connaissent un petit peu les bougies japonaises. Et donc il a accompagné cette baisse à partir de la résistance. Et même si effectivement la baisse de Carrefour, qui s'inscrit donc dans un schéma de consolidation avec un titre qui passe de 17,60 à 17 € ou un petit peu plus bas dans l'espace de la semaine dernière, et bien même si le titre a peu varié, et bien le turbo put, lui, il a quand même fait
plus 40%. Donc là, bravo Jean-Michel, parce que d'abord il fallait du courage pour vendre Carrefour sur ce niveau. Ensuite, vous avez bien choisi votre turbo et donc vous avez mérité cette magnifique tasse et puis surtout les 40% qui vont avec l'appréciation du turbo. Ça fait toujours plaisir. Donc un très beau trade dans un contexte de consolidation par Jean-Michel. Jean-Michel, c'est assez à vous. On va la donner tout de suite dans un paquet à la poste. Voilà, donc c'était les gagnants de la semaine. Bravo Jean-Michel. Et on va passer à notre prochaine rubrique, le Focus. Alors, on va commencer tout de suite le focus avec Gérard. Amazon, Carrefour, Casino. Qu'est-ce qui se passe? Oui, finalement, on continue tous à faire nos courses chez Carrefour, même si le titre est un peu malmené. On sait qu'on l'avait déjà signalé il y a quelques semaines. Un des principaux actionnaires, Bernard Arnault, est revenu assez violemment à l'intérieur. Il a racheté un certain nombre de titres pendant une journée de très forte baisse. Et là, on a eu une sorte de buzz pendant la semaine sur le fait qu'Amazon, qui est déjà coutumier du fait au niveau d'autres pays, serait intéressé par un distributeur en France, en tout cas si on en croit la presse, la semaine dernière. Et donc il y a eu beaucoup de bruit autour de Carrefour et Casino. On ne sait pas du tout quelle va être la stratégie d'Amazon en tout état de cause. C'est dans le secteur de la grande distribution et parmi les sociétés qui seraient susceptibles d'être d'une manière ou d'une autre intéressées par éventuellement la montée d'un nouvel actionnaire. Il y a les sociétés cotées au premier chef, les non cotées on ne les évoquera même pas, et puis il y a celles qui sont des groupements d'achat, mais celles qui sont cotées, il y a essentiellement Carrefour et Casino. C'est pour ça qu'on les a notées dans notre focus. Merci beaucoup. Donc ça pour Amazon, Carrefour et Casino. Et dans les US, il y a quoi en fait? Alors aux États-Unis, terre de contraste, oui. On a des statistiques qui sont absolument historiques au niveau de ce qu'on appelle l'ISM manufacturier, c'est-à-dire l'Industrial Supply Management, l'indice des directeurs d'achat de l'industrie américaine qui est à un niveau de 60. Il faut revenir plus de 13 ans en arrière pour retrouver le même niveau. C'est donc nous indiquer à nouveau qu'au niveau de l'industrie, qui est un indicateur avancé, on a des carnets de commandes qui sont pleins et que la croissance économique, le cycle de croissance économique devrait perdurer. Et en même temps, bien entendu, il y a des variations saisonnières avec ces nombreux ouragans qui se sont abattus sur des régions entières aux États-Unis, détruisant des emplois. Et donc, on a eu, bien entendu, un chiffre négatif pour la première fois depuis longtemps sur le front des créations d'emplois. On rappellera simplement qu'il faut être nuancé sur ce genre de statistiques, puisque la marge d'erreur est de l'ordre de plus ou moins 100 000 créations, destructions d'emplois. Donc, en tout état de cause, on imagine bien qu'on n'a pas eu des chiffres très, très positifs à la suite donc, de ces événements climatiques. Donc, tout continue d'aller plutôt bien dans l'industrie manufacturière américaine et donc la croissance économique devrait continuer. Le cycle n'est pas terminé et même si on a ici ou là, bien entendu, des événements climatiques qui viennent freiner l'activité économique, on comprend aisément. Merci beaucoup Gérard pour cette focus. J'étais en train de dire en fait Laurent. J'ai eu l'impression. J'ai bien remarqué. Mais je me rattrapais en fait en disant non, c'est Gérard, c'est pas Laurent qui a fait le focus. Donc merci Gérard pour le focus. Donc on va continuer avec notre prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer dans la semaine prochaine? Bien entendu, l'attitude des banques centrales, en tous les cas le fait qu'on va rendre public les propos tenus lors de la dernière réunion de la Fed, mais je pense qu'on n'aura pas tellement de surprises. Et puis on attendra encore un peu patiemment même si je ne vous cacherai pas que le temps me dure, la date du 26 octobre pour savoir quelles sont les modalités qui vont être décidées par la Banque Centrale Européenne pour réduire, semble-t-il, son quantitative easing, sa création monétaire. Je crois qu'il faut bien que nos auditeurs le comprennent. Nous avons en ce moment un changement de paradigme au niveau des banques centrales. Elles changent leur fusil d'épaule et donc ça va à terme changer la physionomie des marchés. Ça ne veut pas dire que les marchés actions qui se portent bien vont mal se porter, mais ça veut simplement dire que progressivement, il va falloir compter seulement sur la dynamique de la croissance économique, des flux d'épargne et oublier en quelque sorte la morphine, le goutte à goutte que
nous étions transfusés par la volonté des banques centrales. D'ailleurs, c'est cette énorme quantité de liquidités. Aujourd'hui, la liquidité mondiale représente quelque chose comme un tiers du PIB mondial. Avant la crise de 2008, c'était seulement 10%. C'est cette liquidité qui, pour la plupart du temps, dans la plupart des occasions, freine la volatilité des marchés et nous empêche de vivre pleinement les épisodes, et je pense que Laurent le regrette, de crise géopolitique qui ferait un peu plus bouger les marchés. Voilà pour les banques centrales. Sinon, en termes de statistiques, on aura la semaine prochaine des statistiques intéressantes sur les ventes de détail aux États-Unis et puis l'indice de confiance du Michigan. Vente de détail, indice de confiance du Michigan qui risque d'être, en tout état de cause, bien entendu, affecté par les ouragans qui sont passés par là. Et puis en zone euro, Allemagne et la France, on aura la production industrielle et peut-être une information, en tous les cas, quelque chose de nouveau avec donc les capacités de production qui sont utilisées quasiment à leur maximum théorique. On va avoir peut-être du côté des industriels des hausses de prix. Et donc peut-être une légère alimentation de l'inflation. Et enfin, en risque géopolitique, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la fondation du Parti communiste nord-coréen. Et espérons qu'il n'y aura pas de manifestation trop ostentatoire de la part du régime nord-coréen. Et puis pour la Catalogne, apaisement ou aggravation de la crise, nous suivons d'une certaine manière la situation heure après heure. Merci beaucoup Gérard donc, pour cette à ne pas manquer, donc tout ce qu'il ne faut pas manquer dans la semaine prochaine. Il y a deux choses d'autres que je veux vous dire qu'il ne faut absolument pas manquer la semaine prochaine. C'est évidemment nos prochains rendez-vous, donc jeudi 12 octobre à 18 h, le fameux webinaire Revue technique des marchés avec Laurent à 18 h. Et mardi prochain, 17 octobre à midi, la prochaine émission 100% marché. Donc merci à Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Falco, merci à tous. Merci Laurent d'avoir fait toutes les analyses. Merci Falco. Présenter les produits. Et voilà, donc je vous dis merci à vous d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Au revoir.